Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, je reçois un humoriste qui a vraiment du talent, même un incroyable talent, on pourrait dire, et qui aime la vérité. Clin d'œil à son dernier one-man show. J'ai nommé Tariq, qui est notre invité. Bonjour Tariq. Bonjour, ça va? Ravi, ouais, je suis de vous ravi avoir aussi sur notre plateau, Lumière merci, Intérieure. Merci, je suis très content d'être là. Le studio est très beau. Il est beau, c'est très vrai. Belle ambiance, très belle énergie dans ce studio, j'aime beaucoup. Ah, bah ça fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai. Je crois que tout le monde ici l'entend et ça fait plaisir vraiment, aussi je suis très content. en régie. Tariq, pourquoi Tariq avec 2 E d'ailleurs? Alors, tout de suite, je vous... Ah ouais. C'est vrai que la vraie orthographe de mon prénom, c'est Tariq avec un I. Oui, avec un I, C'était il y a très longtemps, en fait. C'est une petite histoire. Il y a une vraie histoire derrière ce nom, en fait. C'était à une époque, avec une collègue humoriste, on essayait de trouver des petites astuces pour se démarquer un peu dans le métier. Et elle m'a dit, ça serait pas marrant de mettre le I de Tariq un peu à l'anglaise, mettre 2 E au lieu du I. Et puis ça te démarquerait, puis l'orthographe de ton prénom, elle serait un peu originale. Et je lui dis, vas-y, banco. Mais il y a le revers de la médaille de cette idée, parce que beaucoup de gens disent Tarek et pas Tariq. Oui, c'est vrai beaucoup de gens disent Tarek, alors que c'est Tariq. Enfin, c'est le I à l'anglaise. C'est Tariq et pas alors, c'est Tariq. Bon, alors j'ai aucun regret, mais on peut retrouver des images de moi sur des émissions télé que j'ai fait avec le Tariq avec un I. Avec un I. Avec un I, ouais. Et le Tariq avec 2 E, il est arrivé quand, justement? Il est arrivé en 2014, si je ne dis pas de bêtises. 2014. Ouais. 2014, ouais. 10 ans. 10 ans, exactement. Il a fêté ses 10 ans cette année. Il a fêté ses 10 ans. Tariq vous un peu plus? Moi un peu plus, ouais. Non, je me demandais au début, Tariq, c'était peut-être pour faire un mix aussi avec geek. Mais rien à voir. Rien les à réseaux voir. sociaux, C'était vraiment Internet, un délire de... Et ça faille même s'appeler à un moment donné TAR2EK. Il va falloir TAR, 2 E, et enfin, le chiffre 2, le E et le K. Alors, je me suis pris pour Booba, et j'ai dit non, Tariq, ça va être compliqué. En tout cas, maintenant, beaucoup de gens vous connaissent, Ouais. et pour cause. Je citais tout à l'heure, la France a un incroyable talent. Vous êtes aussi, Tout est permis sur TF1. Exactement, ouais. Vous avez été révélé au Jamel Comedy Club. Ouais. Et maintenant, vous avez vos propres one-man, votre stand-up. Et le dernier, notamment, la vérité. Vérité même. Vérité tout court, ouais. Vérité tout court. Ouais. J'ai pas voulu mettre d'article avant, ouais. Pourquoi vérité? Parce que je pense que je suis vraiment dans un moment de sincérité sur scène. Je pense que je suis vraiment moi. Pas seulement dans les textes ou dans les thèmes, mais je pense même moi avec moi-même, en fait. Je pense que j'ai cette espèce d'alignement où je suis hyper en accord avec qui je suis, ce que je dis, ce que je pense, ce que je défends pas, parce que des fois, il y a des choses, des thèmes où je ne vais pas du tout. Donc, vérité, parce que je pense que je suis à 98% à nu sur scène. Je laisse 2% parce qu'il y a des trucs qu'on modifie un peu. Ça, c'est sincère. Ouais, c'est sincère. Je pense que sur les spectacles que je faisais avant, ou même sur mes premiers sketchs, j'essayais d'écrire en fonction de. C'est-à-dire que j'écrivais en fonction du public pour plaire à un tel public, plaire à telle personne, pas vexer telle personne, telle communauté. En fait, j'étais tellement j'étais dans une emprise de me dire j'écris, mais en me mettant des contraintes, des verrous un peu partout. Et je me suis rendu compte quand je jouais ces passages-là, ça marchait, hein, c'était drôle, mais c'était pas moi. C'était pas une version définitive de moi, ça me représentait pas complètement. Et sur ce spectacle-là, j'ai dit non, je vais y aller en totale lâcher prise et parler de moi avec mon phrasé, ma façon de parler. Il y a vraiment peu de différence entre le Tariq sur scène et le Tariq hors de scène. Alors, je suis totalement différent hors de scène, mais je voulais monter sur scène en étant le plus proche de moi. Et c'était important pour moi d'abord, avant que ce soit important pour le public. Il fallait que ce soit important pour moi d'être en accord avec moi-même. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses sont faites et que j'ai appelé ce spectacle Vérité. Je n'avais pas d'autre titre en tête. Et c'était une évidence de l'appeler comme ça. Pour moi, c'était une évidence de l'appeler Vérité. Parce qu'au début, je n'allais pas en mettre, pour être franc et vous dire la vérité. Je n'allais pas mettre de titre. Ouais, j'allais l'appeler Tariq, mais vraiment sans mettre de titre. Et après, bon, voilà, on est un peu dans... En France, on a ce truc de l'étiquette un peu. Il faut toujours essayer d'étiqueter pour pouvoir communiquer, vendre. On m'a dit, ouais, mais il faut un titre, Tariq. Faut que tu mettes un titre de spectacle. Alors, j'ai réfléchi. Le spectacle d'avant s'appelait Life, la vie, tout simplement.
Et j'ai dit, bon, bah, je vais rester dans la continuité de life, qu'est-ce que je pourrais raconter? Puis en fait, j'ai fait l'analyse de ce que je racontais sur scène. J'ai dit, bah, en fait, je raconte juste ma vie de manière sincère et vraie, donc je vais l'appeler Vérité. Vérité. Voilà. Et le prochain, il s'appellerait comment? Ce Alors, sont des titres forts, hein. Life, vie, vérité. Ça pourrait être des mots de lumière intérieure. Alors, pour le prochain, pour vous dire toute la vérité, il n'y aura pas de prochain spectacle. Je pense que je suis peut-être pas le seul, mais en tout cas, moi, je considère être dans un petit cercle de personnes qui disent que je ne ferai pas un deuxième spectacle. Je ferai pas un deuxième spectacle. Enfin, un troisième. Je m'arrêterai à celui-là parce que j'ai commencé ce métier en me mettant des objectifs et des buts dans ma tête. Et j'en ai un qui est dans ma tête encore aujourd'hui, c'est de devenir metteur en scène au cinéma, de faire mes propres films, écrire mes propres scénarios. Et j'ai toujours pris le spectacle comme une étape, et le one man comme une étape, et c'est une étape que je fais. Et je sais que derrière ce spectacle, il n'y aura pas d'autres spectacles. Ah oui, donc cette vérité, c'est une fin aussi. C'est aussi une fin, ouais. Mais c'est parce que je sais que c'est un chapitre de ma vie et que je vais en ouvrir un autre et que je ferme toujours un chapitre avant d'en ouvrir un autre. Et je sais que c'est le seul spectacle que je ferai, ouais, que je vais exploiter jusqu'à sa sortie à la télé, pardon, et puis son exploitation sur des plateformes. Mais voilà, je ne ferai pas d'autres spectacles après celui-là. Entendu. Alors, on va découvrir les autres chapitres, mais restons sur celui-ci quand même. Bah oui, c'est le plus important, c'est celui qu'on vit en ce moment. Et puis, vous allez nous faire un peu le pitch, parce que c'est vrai que vous êtes très vrai. Vous racontez votre vie de papa, célibataire, avec votre petite fille. D'ailleurs, on va voir un petit extrait où vous découvrez le petit ami, entre guillemets, le camarade plutôt, parce qu'elle est jeune, votre petite fille. Le camarade. Voilà, de classe, qui s'appelle Jonathan. Regardez. Ça y est, je me suis rendu compte que ma fille, ça devient une vraie petite fille. Je le sais parce qu'avant les vacances, elle m'a fait un truc de fou. Elle m'a fait poser sur la porte de sa chambre un sens interdit. Tu connais ça? Avec écrit dessus, interdit aux adultes. Bon, je me dis, je paye le loyer, j'ai le droit de faire des petites perquisitions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et j'ai fait un truc, vous allez peut-être me juger. L'autre jour, je suis rentré dans la chambre de ma fille et j'ai fouillé dans son cartable. J'ai payé le cartable. Écoute, et je rentre dans la chambre et je fouille dans le cartable. Et dans la première pochette du cartable, il y avait un coloriage. Alors, je veux le voir, le coloriage. Je sors le coloriage. C'était pas un coloriage, c'était un mot d'un petit garçon de sa classe. Le mot, c'était « Salut Elia, t'es belle, je t'aime », signé Jonathan. Et juste en dessous du mot, il y a marqué « Réponse, 2 points et un encart pour la réponse ». J'ai répondu. Et j'ai parlé 15 jours avec Jonathan, les amis. Hein. Et sur la vie de ma mère, je suis amoureux du petit, je vous dis la vérité. Hein. C'est vrai que c'est très mignon comme extrait. Ouais, et c'est du vécu. Et c'est du vécu. Et c'est du vécu. En fait, ce spectacle-là, j'aurais pu faire un spectacle qui raconte d'où je viens, comment j'ai grandi, à quel âge, et puis mes études, et puis machin. Non, j'ai voulu prendre un moment de ma vie. En fait, j'ai choisi un moment de ma vie qui est le moment où je me suis séparé de la mère de ma fille et le moment où je m'occupe de ma fille jusqu'à ce qu'elle ait aujourd'hui 10 ans. Et je trouve que c'est un moment qui m'a... J'en parle parce que c'est un moment où moi je me suis découvert en fait aussi. C'est que j'ai trouvé les réponses sur moi en fait. Entre le moment où je me suis séparé de la mère de ma fille et la façon dont je me vois évoluer en tant que père, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert des choses. Je me suis même surpris à faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Et que je voulais parler de cette période-là parce que c'est la période où je pense que j'ai le plus changé, évolué, appris. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris que cette période-là. Et je parle que de ça, donc de ma séparation dans le spectacle. Et je parle de ma fille, parce que c'est 90% de mon temps, c'est ma fille. Elia. Elia, exactement. Ma princesse. Votre petite princesse. Ouais. Là, vous faites comment quand vous partez en tournée? Parce que là, vous partez en tournée, là. Il y a pas mal de dates de prévues. Hein. Alors, il y a des fois, je l'emmène avec moi. Elle vient avec moi. Parce qu'elle aime bien parcourir la France avec moi quand ça tombe sur mes week-ends ou quand c'est un week-end, donc je l'emmène. Des fois, quand c'est compliqué, je m'arrange avec sa maman. J'ai de très bons rapports avec la mère de ma fille. Donc, je m'arrange avec la maman. Mais ouais, elle est très souvent avec moi. Très souvent avec moi.
On va peut-être parler de ça un peu plus tard. Ouais. Reparlons de ce spectacle, de votre travail aussi. Avant d'ouvrir un nouveau chapitre que vous allez peut-être aussi davantage nous dévoiler, comment vous travaillez ? Vous travaillez au feeling. Ce qui est incroyable dans vos spectacles, tout le monde le dit, il y a beaucoup d'impro, il y a une grande interaction avec le public. Les sketchs, vous les jouez Dans l'ordre que je veux. dans l'ordre que vous voulez, ce qui est quand même assez rare. Ouais. Comment ça fonctionne Alors, déjà, en termes d'écriture, j'écris seul. C'est une vérité, j'écris seul, mais j'ai un deuxième avis qui s'appelle Karim Flanders, qui est un ami d'enfance avec moi, qui lui est un ancien comédien aussi très talentueux, qui était dans une troupe de théâtre, qui maintenant, pour des raisons familiales, a totalement pris du recul avec ce métier, mais qui continue à travailler avec moi sur comment structurer sur mes vannes. Donc je lui apporte en fait la matière première, en fait. Je lui ramène la pépite et lui la taille, en fait. En gros, c'est ça l'idée. Et puis sur scène, je voulais pas m'enfermer. En fait, c'est ma personnalité aussi qui est comme ça. J'ai du mal à être. Enfin, quand on m'impose des cadres, ça m'inhibe, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours refusé d'avoir un metteur en scène, parce que je savais que ça m'empêchait d'être assez libre dans mes mouvements, parce qu'un metteur en scène va me dire « ouais, mais tu dis ça, et là, tu le dis à ce moment-là, et puis là, c'est comme ça, et puis à 15 minutes, c'est ça, à 20 minutes, c'est ça, à 25 ». Et moi, ça, ça me perturbe, en fait. C'est pas quelque chose qui m'aide à me développer artistiquement et aller au bout de ce que je crée et ce que je vais chercher. Donc, j'ai choisi de faire un spectacle un peu plus en mouvement, parce que ça me ressemble, parce que je suis quelqu'un aussi qui est tout le temps en mouvement, qui fait toujours les choses un peu de manière instinctive. L'impro, c'est je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Je sais que j'ai un truc depuis. Je suis très à l'aise avec la répartie depuis très longtemps. Plein de gens me disent mais comment tu arrives à créer ça ou à inventer ça sur place ? Je ne sais pas. C'est une vraie réponse que je donne. J'ai pas le. Un don ? J'ai envie d'utiliser le mot don, je pense. Parce que je ne pourrais pas vous expliquer la mécanique des choses qui arrivent dans ma tête. Tout de suite. Ça arrive instantanément. Le truc se met dans l'ordre et ça sort en phrases, en histoire. Ça vient comme ça. Je n'ai pas d'explication à ça. C'est un don. Je remercie Dieu chaque jour d'avoir ce don. Mais c'est comme ça. Je n'arrive pas à l'expliquer. Et aussi dans le spectacle, j'en ai besoin parce que, comme je vous le disais, j'ai ce problème de cadre qui me dérange toujours d'être dans un truc assez figé. J'aime bien quand ça bouge, quand je suis en mouvement. Et j'ai toujours cette impression quand je monte sur scène de me dire « Ah ouais, mais pour moi, monter sur scène, c'est je monte sur scène. Les gens qui viennent me voir, on est des amis, on est dans un grand salon. Et je vais vous raconter mes anecdotes. Je vais vous raconter ma vie, je vais vous raconter mes petites histoires. » Comme si vous étiez en famille. Comme si on était en amis. famille. Ouais. Et en fait, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que le public, c'est un public. J'ai toujours ce truc à me dire, ah ben en fait, on se connaît tous, on a une espèce de lien et de connexion. Vous avez le trac ? Oui, toujours. Oui, quand même. Ouais, toujours. Donc il y a quand même cette distance. Il y a toujours cette distance, mais très vite, elle disparaît assez vite quand même. Quand je monte sur scène, au premier rire, je prends, comme je dis toujours, j'ai cette image, je dis, ouais, quand je prends ma planche de surf et je prends la première vague, après, je suis parti. Mais c'est ce qui fait que le spectacle, c'est jamais le même et que je prends toujours autant de plaisir de venir sur scène avec un spectacle qui n'est jamais dans le même ordre, qui n'est jamais avec les mêmes histoires. Quand je fais des interactions, c'est jamais les mêmes interactions parce que c'est jamais les mêmes gens, c'est jamais les mêmes histoires de vie qu'il y a dans la salle. C'est sûr. Donc moi, ça m'amuse encore plus de découvrir des prénoms, des origines, des histoires, des anecdotes. Donc je suis et c'est là-dedans où je suis le plus à l'aise parce que j'arrive à choper des trucs qui sont dans l'air. Et ça me permet de nourrir mon spectacle. Et alors oui, il y a une structure bien sûr de base, c'est pas non plus un fouillis. Il y a une structure de base avec des choses bien définies, bien posées, où je sais quand je commence, je sais quand je termine. Mais j'ai besoin que ce soit en mouvement à l'intérieur. Et c'est là où je me sens beaucoup plus à l'aise, moi. J'espère que tout le monde a compris, parce que ça c'est technique. Mais nous avions reçu à votre place le comte de Boudère-Ballard, qu'on était allé voir aussi, qui a aussi une belle interaction comme ça avec le public, avec de l'impro. J'ai oublié de préciser, vous faites aussi les premières parties de Gad Elmaleh, d'ailleurs, son spectacle. Exactement. Vous le voyez travailler, vous avez le même type de travail, vous travaillez de la même façon? Il a plus de cadres, lui, ou pas? Gad a plus de cadres. Gad a plus de cadres, je pense qu'il sort moins, il sort du texte. Il sort moins de son cadre. Il est très fort quand il est en impro et en interaction avec le public. Et
Mais je sais il a besoin de savoir où il va, je pense, Gad, dans l'observation que j'ai, moi, de son travail, en tout cas. J'ai l'impression qu'il a besoin de savoir où il va et que les choses soient posées et que ce soit dans un ordre bien défini. Je l'ai vu aussi faire bouger des choses dans son spectacle, les mettre aussi dans l'ordre qu'il voulait, mais c'est toujours très bien structuré. Ça reste toujours des tableaux, des sets bien faits, bien ajustés. J'ai beaucoup appris auprès de Gad en l'observant travailler. C'est impressionnant de vous voir aussi, de pouvoir Ah oui, travailler, oui, vous oui. voir sur scène. Ouais, merci. Et la prochaine page qui se tourne, ça va être, vous le disiez, donc de la réalisation, l'écriture de films. On peut en savoir un peu plus? Oui, je suis déjà en train d'écrire des films. Enfin, j'en avais déjà écrit un il y a quelques années. Le projet s'est pas fait pour des raisons totalement humaines, en fait. On ne s'est plus entendu avec les scénaristes avec qui j'étais dans le projet. Mais j'ai continué à écrire les miens de mon côté. Et, j'ai appris pendant cette première expérience et j'ai écrit les miens de mon côté. Effectivement, c'est pour plus tard pouvoir réaliser mes propres films où je ne jouerai pas dedans. Parce que ça demande plus de rigueur. Ouais, ça demande plus de rigueur. Bah, ça, oui, pour le coup, ça demande Voilà, beaucoup plus faut de rigueur. Mais voilà, c'est un chapitre que j'ai envie d'ouvrir. C'est aller vers la mise en scène de films, de mes propres films. Donc j'écris mes films en ce moment. Voilà. Et une c'est série. ça, c'est une série? Ouais, une série, ouais. Et là-dessus, oui, vous ne dévoilez pas encore Si, je peux vous dire, en fait, j'écris 2 comédies, dont et un biopic. Voilà, un biopic sur un joueur de foot. Pas français, en tout cas. Voilà. Pas français. Pas français. Bon, Pas on n'en français. saura pas plus. Non. Bah oui, je Ah, non, comprends. j'en ai déjà ça, dit c'est beaucoup, là. normalement les artistes. Oui, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déjà sympa. Bon, allez, on va continuer. Vous Ouais. savez qu'il y a une deuxième partie dans l'émission. Ouais. C'est la partie où je m'éclipse. Ouais, je suis tout seul. Et voilà, bah voilà, vous connaissez. Je vous propose 4 mots et puis on continue de discuter sur les Sympa. mots que je vous propose. À grand plaisir. À tout de suite, Harry. À tout de suite. Pardon. Bonjour. Vous êtes effectivement à l'aise. Ah bah je me suis mis à l'aise là. Bah, parce vous que avez raison. Faut je faire me- comme on- chez on- soi. On a l'impression que je suis chez le psy là. Ah, oui, il y en a qui disent ça. C'est vrai? Non, mais bon. Il y en a certains qui se sont positionnés comme vous. C'est vrai? Je sais pas. Moi j'avais Olivier une de petite. Kersauzon, notamment. C'est vrai? Oui. J'adore j'adore la mer, moi. J'adore la mer. J'aimerais bien avoir un voilier. J'adore ça. Bon bref, je vous disais ça comme ça. Ah ben ça tombe bien, on commence tout de suite l'analyse là. Hein. Oui, oui, non, moi, c'est vrai, mais J'adore la Vous mer, m'avez dit Olivier de laquelle Kersauzon, j'adore. J'adore. J'ai passé mon permis bateau pour m'acheter un bateau et faire des. J'ai envie de naviguer, j'adore la mer. Je sais pas pourquoi. Cette évasion. La mer, ça a toujours été un synonyme d'évasion chez moi. Je sais pas. Donc, ouais, pourquoi pas. Un jour. Faire des. Je sais pas. Découvrir d'autres horizons en naviguant sur la mer. Ça a l'air tellement paisible et serein, la mer. J'adore ça, moi. Je sais pas. Il y a un petit côté paisible que j'aime bien en mer. Voilà. Bon, c'était pour la petite info. Hein. C'était pour la petite histoire. C'est vrai que j'aime bien, quoi. Olivier de Kersauzon. Vous naviguez? Je navigue, ouais, tous les ans. Tous les ans. Bah, depuis que j'ai passé mon permis bateau, je navigue tous les ans. Ça devient un petit rituel tous les ans. Je pars avec ma fille, on loue un bateau et on part au large. Méditerranée? Ouais, Méditerranée. J'ai fait aussi en la Bretagne, mais Méditerranée. Mais on part vraiment au large. On n'est vraiment pas on n'est vraiment pas allé juste sur les criques et tout. C'est vraiment, on va très très loin. Ma fille aussi aime bien ce petit côté un peu calme aussi. Donc elle aime bien se retrouver et être ensemble et regarder la mer. Et C'est vous ça. partez tous les deux? Ouais, on part tous les deux. On l'a déjà fait. Après avec des amis aussi, mais très souvent on part que tous les deux. On aime bien être à deux avec ma fille. C'est très bizarre. Hein. Il y a des gens qui aiment bien être avec leur enfant et avec d'autres couples et avec d'autres enfants. On a créé un truc avec ma fille où on aime bien être ensemble tous les deux et vivre des moments à deux. C'est vraiment un vrai partage. On communique énormément dans ces moments-là. On se parle, elle me raconte beaucoup de choses. Donc c'est vrai que
Voilà, on fait ça vraiment que tous les deux, mais pas que en bateau. On fait ça partout dans le monde parce qu'on aime bien voyager. Hein. J'ai la chance d'avoir un enfant qui aime voyager, qui n'a pas peur de prendre l'avion longtemps. Donc voilà, c'est un vrai partage. C'est des moments en fait que je me crée. De toute façon, j'ai besoin de me retrouver avec ma fille à deux parce que toute l'année, je suis tout le temps entouré. Il y a le public, il y a les après-spectacles, il y a tous ces trucs-là, donc toutes les émissions, les promos. Donc dès que j'ai ces moments-là à deux, pour moi, ils sont très très précieux. Très très précieux. Bon, ça tombe bien, je n'avais pas encore commencé à donner le premier mot, Ah, mais vous l'avez déjà dévoilé puisque c'était le mot paternité. paternité, ah ouais. Eh oui, paternité, c'est un mot important. C'est un mot, pour moi, qui veut tout dire, mais déjà dans les deux sens, parce que paternité avec mon père, c'était un repère. Hein. Mon père n'est plus de ce monde, pardon, paix à son âme. Et puis là, depuis 2017, ça a été, son départ a été très déroutant pour moi, parce que c'était vraiment un repère dans ma vie, dans plein de choses. C'est vraiment une espèce de base, de socle, quelque chose de très solide. Et quand mon père est parti, ça a été très difficile déjà. Et puis ça a été un moment hyper compliqué parce que je crois que tout s'est effondré en dessous de moi. Toute la sécurité que j'avais, toutes les bases que j'avais sont un peu effondrées parce que il n'était plus là. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup construit autour de mon père, plein de choses. Alors il y a ma mère bien sûr qui est toujours là et qui est la marraine, mais mon père c'était une espèce de force en plus pour moi. Et c'est ce que j'essaie d'être pour ma fille, cette espèce de force et de repère, sans être trop, comment dire, sans être trop sur elle en fait. J'essaie comme lui laisser un peu de liberté, qu'elle arrive à se forger un peu elle-même, mais Possessif. ouais, possessif aussi. J'essaye d'être pas trop possessif, mais je la laisse un peu aussi créer son univers, mais j'aimerais bien être son repère comme mon père l'a été avec moi. Donc voilà. Et surtout, j'ai récupéré toute la responsabilité que mon père m'a transmis en le voyant faire avec moi et mes frères et sœurs. Et je me suis dit, faut que je fasse la même chose avec ma fille. Et c'est vrai que... Êtes-vous l'aîné? Non, je ne suis pas l'aîné. Je suis le milieu, moi. Je suis le milieu. Vous avez combien de frères et sœurs? J'ai 3 frères, 2 sœurs. 3 frères, 2 sœurs. Je suis le milieu, pile poil le milieu, quoi. C'est vraiment l'enfant... Le quatrième? Ouais, le quatrième. L'enfant inutile. Et, l'enfant inutile. Et, mais non, mais je dis l'enfant inutile parce que souvent, quand tu es au milieu de la mêlée, on ne te voit pas. T'es le milieu, t'es au milieu, on te voit pas. L'aîné, on le voit, la plus petite, on la voit, mais le milieu... Est-ce que c'est pour ça peut-être que vous avez choisi ce métier? Ouais, je voulais qu'on me voie. Pour qu'on vous voit. Bah oui, mais de toute façon, humoriste, ça naît d'une blessure. Pour moi, ça naît d'une blessure. Personne ne peut dire j'ai une super vie et je vais devenir humoriste. Ah, Ouais. justement. Ouais, Regardez Tariq, c'est mon deuxième mot. ouais. Humour. Humour, Il vient oui. d'où cet humour? Il vient d'où cet humour? Expliquez-nous justement Ah, moi, ce là, que vous venez de dire, développez. oui, il vient de. J'avais envie qu'on me voie. Bien sûr que je suis d'une famille nombreuse, je suis au milieu, je suis dans la mêlée. C'était compliqué, quoi, pour exister. Donc, surtout dans une famille nombreuse, pour exister, fallait jouer des coudes un peu. Et l'humour est venu comment? En fait, l'humour, il est venu de plein de choses. Déjà, ça a commencé. Moi, j'ai grandi dans un quartier à Montreuil, dans 2 quartiers exactement, parce que on a déménagé. Et j'étais fasciné. J'étais vraiment fasciné par la répartie des mecs de mon quartier. Ils avaient une répartie incroyable. C'était des vanneurs, mais c'était incroyable. Et moi, ce qui me faisait halluciner, c'est que je pouvais voir des mecs petits, chétifs, vanner des grands balèzes, des caïds du quartier, des mecs, vraiment, il ne fallait pas se frotter à eux,
puis les vanner, se moquer de leur physique, de leur fringues, de leurs parents. Et ça faisait rire le mec. C'est-à-dire ça ne l'énervait pas, ça ne le vexait pas. Et je dis, mais comment on peut dire toutes ces choses, mais très border, et ne pas vexer? Je pense que c'est je pense que pour que ça passe, il faut de l'amour et de la bienveillance. Et ces mecs-là, ils avaient que de l'amour et de la bienveillance quand ils vannaient d'autres mecs. Et quand j'étais petit, j'étais fasciné par ces mecs-là, notamment par un cousin à moi qui s'appelle Messali. J'étais fasciné par sa répartie, par ses vannes. Et il vannait tout le monde, et tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait. Et moi, je me souviens quand j'étais très jeune et que je voyais mon cousin Messali parler comme ça, je dis, mais moi, je veux parler comme lui. Je veux avoir cette répartie comme lui. Donc j'ai observé. J'ai observé pendant longtemps tous les mecs de quartier, toutes les mécaniques qu'ils utilisaient. J'observais tout ça. Et après, je l'ai mis en application. Dans le seul endroit où on peut mettre en application ce genre de mécanique, c'était à l'école. Donc Oui. j'ai commencé à mettre cette mécanique. J'ai lu ça et vous aviez tout de suite pu développer votre don que vous Exactement. aviez déjà. Exactement. Il y a une anecdote comme ça, je crois, où votre prof d'histoire géo vous a permis d'animer le cours pendant 5 minutes à votre façon. À ma façon. Parce qu'en fait, j'ai vite compris. En fait, je savais que cette répartie à l'école, ça pouvait être perturbant. Ça pouvait perturber la classe. Mais moi, je ne voulais pas être un perturbateur de classe. Donc, j'ai été beaucoup plus technique, on va dire. Moi, je me disais à chaque fois, Tariq, ne fais pas rire tes collègues, tes camarades, fais rire le prof. Si tu fais rire la tête, tout le reste va suivre. Donc, je faisais que ça. Mon but à moi, c'était de faire rire le prof. Pour avoir des bonnes notes. Pour avoir des bonnes notes, ça, j'étais un bon élève. Ça va, je m'en sortais bien. Mais je me savais que pour générer un rire collectif, il fallait que je tape dans la bonne personne. Et la bonne personne, c'était le prof. Et donc, je faisais ça très souvent. Et c'est vrai qu'un jour, en cours d'histoire géo, on avait un prof d'histoire géo qui s'appelait Monsieur Mansart. Et lui, il venait des États-Unis parce qu'il était prof d'histoire aux États-Unis, en français, donc dans une université française, aux États-Unis. Et donc, il revenait des États-Unis. Donc, à chaque fois, il nous parlait du fait qu'il avait vécu là-bas et qu'il avait travaillé là-bas. Et donc, il nous parlait de son expérience. Et moi, je faisais toujours des vannes là-dessus parce qu'en fait, ce qui était très drôle avec ce prof, c'est que j'étais resté tellement longtemps aux États-Unis. Quand il parlait, il y a des mots en français. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. C'était un Français qui oubliait les mots français. Et c'était tellement drôle de le voir des fois dire oui, alors je suis revenu en plane, en avion. Il y avait un peu de snobisme. Ouais. Et moi, derrière. voilà. Et j'arrêtais pas de me moquer de lui, ça le faisait rire. Et il me disait ouais, vous devez faire du stand-up. Moi, je viens des États-Unis et aux États-Unis, ils ont du stand-up. Faites du stand-up. Bon, à l'époque, le stand-up, c'était pas en France, il n'y avait pas du tout de stand-up, quoi. Et un jour, je me souviens, on a 2 heures d'histoire. Et il s'en allait toujours à la pause à la salle des profs. Et donc, il s'en va à la pause des 2 heures. Et je suis devant la classe, je commence à faire mes histoires, mes conneries. Ça fait rire un peu tout le monde et tout. Et quand il revient, donc je retourne, je me souviens, je retourne à ma place, on se croise comme ça. Et il me dit, vous allez où? Je dis, je retourne à ma place. Il me dit, non. Il me dit, revenez au tableau et je vous donne 5 minutes. Allez, faites-nous un truc là pendant 5 minutes. Je dis, oh, je suis OK. Mais je me souviens, j'avais pris une carte de la Russie parce qu'on était dans le cours sur la Russie. Et je prends la carte de la Russie et je pose la carte et je fais toute une impro sur la Russie. Et en l'imitant et en faisant croire qu'il y avait des mots que j'avais plus en français. Et c'est ma première expérience de scène. C'était celle-là. C'était en première, je crois. En première S, si mes souvenirs sont bons. En première S. Exactement. Ouais. Avec des mots de russe. Il y avait le mot Pravda. Ouais, Pravda, je me souviens. C'est la vérité, justement. J'avais écrit la Russie avec un S, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est la première vanne qui avait fait rire la classe. J'ai écrit OK, la Russie, j'ai mis la Russie. Et ça a fait rire toute la classe. Je me souviens, c'est la première vanne de ce sketch. La première vanne, et il y en a eu beaucoup d'autres, puisque tout de suite, vous aviez trouvé votre voie, non? Vous êtes vite dit, je vais faire du théâtre. Vous avez fait du théâtre classique. Ouais, j'ai fait du théâtre classique, c'est vrai. Et ensuite une troupe. Une troupe, exactement, c'est ça. Parfait. Ah non, c'est vrai. J'ai tout de suite fait du théâtre. C'est bizarre, j'aurais pu aller dans l'humour, mais j'ai préféré faire du théâtre. En fait, le théâtre, c'est parce qu'on m'a présenté un ami, un metteur en scène qui s'appelle Victor Dos Santos.
je le salue, hein, je dis les noms des gens, je suis désolé, peut-être que les gens ne les connaissent pas, alors ils sont d'ailleurs inconnus, mais j'aime bien citer. Et il me dit, viens, j'ai une troupe de théâtre à Paris, un truc privé, donc est-ce que ça te dirait de rejoindre la troupe? Je suis allé parce que j'étais intéressé par le théâtre, sans me dire que j'allais faire du one man ou que j'allais être stand-upper. C'était vraiment parce que ça m'intéressait d'apprendre des textes, de lire, j'aime beaucoup lire. Donc voilà, et j'aime aussi le théâtre, donc voilà. Donc c'était vraiment l'occasion. Mais donc je me suis développé et techniquement, c'est là que j'ai un peu appris des techniques de théâtre en fait, avant de monter sur scène. Allez, on continue. 3e mot, le mot coexister. Coexister, ça vous dit quelque chose? Alors coexister, ça me dit beaucoup de choses. Ça me Allez-y. dit énormément de choses. Bah là, si on me demande tout de suite au tac coexister, un film réalisé par Fabrice Eboué, avec Guillaume de Tonquédec, Jonathan Cohen et Ramzi Bedia. C'est un film, j'ai joué dans ce film Coexister, qui est un film incroyable. Un producteur de musique, donc, qui essaie de faire chanter ensemble un imam, un curé, un rabbin, en fait. Un rabbin. Une façon de vivre ensemble. Une façon de vivre ensemble. Mais de toute façon, le film, au-delà de la drôlerie et de la... Et puis, parce qu'il est très drôle, ce film est très bien écrit, il est super. Je trouve ça même dommage qu'il n'ait pas eu le succès qu'il mérite vraiment, ce film de Fabrice, parce que je trouve que l'idée qu'il a eue, elle est juste incroyable. Et surtout, dans ce film-là, c'est au-delà de la comédie et puis du côté absurde de réunir un curé, un imam et un rabbin pour faire un groupe, c'est l'idée c'est le vivre ensemble en fait. C'est l'idée du vivre ensemble et que le vivre ensemble, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est ce qui est dans ce film-là, c'est que montrer que on a quelque chose qui nous unit, qui est très simple, qui est hyper simple, qui est l'amour, la paix, le partage. Mais c'est des choses qui, quand on veut les mélanger, c'est toujours un peu compliqué. Et je trouve que dans le film, c'est bien fait, ça reflète bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on est tous sur les mêmes valeurs. Dans toutes les religions, on est sur les mêmes valeurs, les mêmes idées, les mêmes principes. Et on a du mal à les matcher ensemble. Alors que l'amour qu'a un juif et l'amour qu'a un catholique et l'amour que j'ai moi en tant que musulman, on est tous les trois sur l'amour et c'est le même. Et c'est toujours compliqué, alors que non, ça devrait s'imbriquer et se mouvoir dans un seul truc, quoi, dans une seule force qui est la force de l'amour. Et aujourd'hui, c'est dommage parce qu'en fait, je pense que pour moi, c'est très simple. Et on essaye toujours de séparer, quoi. Et ça me met vraiment mal. Ça me met vraiment, vraiment, vraiment mal. Je le vis de moins en moins bien, c'est bizarre. Aujourd'hui, peut-être parce que j'ai pris de l'âge, mais aujourd'hui, quand je vois qu'on essaye de séparer des êtres humains, et des êtres humains qui ont des foi, ok, différentes, mais qui sont unis par des choses simples, ça me touche et ça me fait vraiment mal au cœur. Et c'est pour ça que coexister, c'est un mot important. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on devrait être unis avec des choses simples. Et la simplicité, c'est l'amour, en fait. Et aujourd'hui, moi, je le vis moins bien, ces désunions. Moi, ça me blesse vraiment. Franchement, ça me touche. Quand je vois en ce moment ce qui se passe, avec ce qui s'est passé là au mois d'octobre dernier, moi, ça m'a... J'étais arrivé à dire à un ami à moi que c'est la première fois de ma vie, à mon âge, j'ai 45 ans, où j'ai senti qu'entre les juifs et les musulmans, il y avait deux clans, en fait. C'était séparé. Alors que moi, j'ai grandi dans quelque chose où je me sentais tellement proche, et en fait tellement en accord, en union avec mes frères juifs, et avec ce qui s'est passé, puis les manifestations, les posts Instagram, les trucs, je disais, c'est la première fois que je sentais qu'on essayait de nous désunir, nous séparer les uns des autres. Et je pense que ça, c'est le truc qui m'a fait le plus mal. Mais c'était la première fois de ma vie que je le ressentais, qu'il y avait nous et eux. Alors que moi, j'ai toujours grandi dans quelque chose qui était nous tous, juifs, musulmans, catholiques. J'ai grandi dans ça,
Et aujourd'hui, j'ai trouvé ça limite palpable de sentir qu'il y avait une espèce de désir de se séparer et de monter une religion contre une autre. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché, beaucoup peiné. Et je trouvais ça dommage. Je trouvais ça dommage que ce mot-là, il n'ait plus le sens qu'il devrait avoir vraiment en profondeur. Ça m'a vraiment touché. Parce que moi, j'ai grandi, c'est peut-être bateau ou c'est peut-être déjà entendu, mais ça reste une réalité. Moi, où j'ai grandi à Montreuil, dans le 93, dans une ville où on était mélangés, on était tous ensemble. J'ai lu que vous étiez né à Madrid. Ouais, je suis né à Madrid, je suis né en Espagne. Oui. Je suis né en Espagne. Qu'est-ce qui s'est passé Un accident. Ouais, voilà, c'est le mot. Un accident. Des vacances. Vacances. Voilà, oui, mes d'accord. parents revenaient du Maroc, petite escale en Espagne. Ma mère, elle a craqué à ce moment-là. Elle a craqué. Non, mais pour revenir vraiment sur ce que je disais, c'est j'ai grandi en Espagne. J'ai grandi à Montreuil, pardon. Je suis né en Espagne, je suis marocain. Je suis moi-même un mélange de plein de choses, en fait, déjà, de base. Je suis musulman, mais j'aime tellement apprendre des autres, j'aime tellement être au contact des autres, j'aime tellement être avec les gens et de connaître l'histoire des gens, de savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Et qu'aujourd'hui, tout ce qui est tentative de séparation, de désunion, ça me blesse, ça me vexe vraiment. Séparation et séparatisme. Exactement. Et ça, je supporte plus. Je supporte plus parce que ça me... Moi, j'ai grandi avec mon voisin du 3e, c'était Steve Naïm, c'était un juif. J'avais des bouddhistes à ma droite, j'avais des musulmans en haut, en bas, des cathos. On était tous ensemble. Mais on était tous ensemble. Et quand on se retrouvait, quand j'allais toquer chez lui pour du sel, je lui donnais du sel. Quand il venait toquer chez moi pour du poivre, il y avait du poivre. Mais il n'y avait pas ces questions-là, quoi. Il n'y avait pas ces questions-là. On était tous unis par un truc, quoi, la jeunesse, l'amour, le partage. Et aujourd'hui, ce qui me fait mal, et surtout, moi, je suis père maintenant, donc il faut que je l'explique aussi à ma fille. Parce que ma fille, elle me pose des questions sur quand elle voit les manifestations, quand elle lit des choses. Je suis obligé de lui expliquer qu'à une époque, c'est comme ça et qu'aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans ce piège où on essaye de monter les uns contre les autres, les séparer. Non, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Et pour moi, c'est peut-être le bateau de l'utopie, peut-être. Je suis peut-être trop utopiste. Mais pour moi, le bateau de l'amour, il est grand et il y a de la place pour tout le monde, juifs, musulmans, catholiques et tous ceux qui ont envie d'y être, tout simplement. Jolie phrase. Pour conclure, voici le dernier mot. Et il résonne aussi ses croyances, justement. Croyances, religion, la religion. La mienne, c'est musulman. Moi, je suis musulman et je suis croyant. Je suis pratiquant. Pas pratiquant, pour être très franc, je suis pratiquant, mais pas pratiquant à 100%. Il y a des choses que je ne fais pas. Hein. Il y a des choses que... Alors, j'ai fait les bases, mais au-delà de ça, je pense que la religion, au-delà d'une pratique, parce qu'on a des choses à faire, il y a un comportement à avoir. Vous voyez, ça pour moi, la religion, c'est un comportement. Au-delà de, oui, il faut que je fasse mes prières, oui, il ne faut pas que je mange de porc, oui, il ne faut pas que je boive de l'alcool, oui, il y a ça. Ok, pas de problème, on va dire ça, c'est les bases. On va dire, mais après, je pense que c'est du comportement. Parce que toutes les religions, quelles qu'elles soient, même que ce soit la mienne ou que ce soit le catholicisme ou le judaïsme, ça prône une seule et même chose, c'est l'amour, la paix, le respect, donc des valeurs. Donc pour moi, c'est au-delà de la pratique, c'est au-delà des commandements. C'est vraiment une espèce de comportement et une espèce d'éthique et puis surtout de faire le bien, quoi, d'être bien. Parce que c'est quoi la religion ? La religion, c'est ce qui te cadre pour t'emmener vers quelque chose de bien et à faire le bien et à être bien et vivre bien. Donc pour faire le bien, tu ne peux pas être mauvais. Tu ne peux pas avoir le cœur noir et dire ouais, je pratique, mais j'ai le cœur noir. Ok, je fais tout ce qu'on me demande de faire, mais je n'aide pas mon prochain. Puis lui, je ne l'aime pas. Et puis lui, il est bizarre. Et puis lui, non, il est différent, donc je ne lui parle pas. Non, je pense que pour moi, la religion, il y a ok,
ce qu'on nous dit de faire, ce qui est dans notre religion, mais il y a ce qu'il y a tout autour, et tout autour, c'est aussi les autres. Et c'est de faire le bien, d'être connecté avec les gens, l'humain, le cœur des gens, la spiritualité des gens, avec du respect. Moi, je respecte mon frère juif comme je respecte mon frère catholique. On se respecte. Je l'aime, je les aime en fait. C'est peut-être encore une fois très utopiste avec ce qui se passe en ce moment et ce qu'on essaie de nous vendre en ce moment. Mais pour moi, il y a, oui, les pratiques, il y a les règles et les lois, mais il y a aussi quelque chose qui est très personnel et très évident, c'est d'être dans l'amour, le partage et puis la tolérance. Puis tout devrait bien se passer normalement. Et je dis bien normalement. Normalement. Un peu plus profondément, est-ce que vous vous posez des questions sur Dieu? Oui, tous les jours. Est-ce que vous l'interrogez? Bien sûr, je me pose bien sûr des questions sur Dieu. Il y a des choses qui pour moi sont évidentes, mais déjà tous les jours je remercie Dieu. Je crois qu'il n'y a pas une journée où je remercie pas Dieu de ce qui m'arrive. Et bien sûr que je me pose des questions. Bien sûr que j'essaie de comprendre ma religion. J'essaie de faire toujours. J'essaie toujours de m'élever spirituellement de toute manière. Et d'être toujours un peu avec une espèce d'intelligence sur ma religion. Il y a des choses qui me dérangent des fois quand je vois je sais même pas comment les qualifier, quand je vois des vidéos sur Internet où des gens font des espèces de traductions, de remaniements. Ça me dérange profondément. Mais je sais que moi, oui, je me pose beaucoup de questions sur moi déjà. Et après aussi sur Dieu et sur ma religion. Je m'intéresse chaque jour à ma religion. Mais tout en restant dans quelque chose de comment dire? En fait, j'essaie toujours de l'adapter à la situation dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que pour être très clair, excusez-moi, les raisonnements mettent du temps à arriver aujourd'hui, hein, mais ils vont arriver. En fait, j'essaie d'adapter à ma vie de tous les jours, ma religion, et en fait, comme ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça me cadre, mais mon libre arbitre encore aussi me permet de m'auto-gérer sur des trucs, mais tout en gardant Dieu dans la tête, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai fait ce que j'ai pu. C'est très clair. D'une certaine façon, ça veut dire que Dieu est omniprésent chez vous, pour vous. Ouais, omniprésent, tout le temps, partout. Tout. Et bizarrement, il y a des choses que j'acceptais pas avant. Par exemple, des fois, j'ai eu des périodes où c'était compliqué pour moi. Il y a des choses qui se faisaient pas. Il y a des choses qui n'arrivaient pas. Des choses que j'avais envie de faire qui ne se réalisaient pas. Il m'arrivait plein de petites galères dans la vie de tous les jours. Et c'est récent, c'est pas pour. C'est vraiment. Je vais être très sincère avec vous là-dessus. C'est récent. Ça doit faire peut-être 2-3 ans où, quand il m'arrive quelque chose maintenant. Avant, quand il m'arrivait quelque chose de négatif, je pouvais déprimer et être pas bien très longtemps. C'est-à-dire que ça pouvait durer des semaines, voire des mois, où j'étais pas bien, j'étais vraiment au bout du rouleau, je n'avais plus envie de rien faire, bref. Et bizarrement, depuis 2-3 ans à peu près, maintenant, ça dure même pas 10 minutes. Donc il m'arrive quelque chose de relou, un petit accident ou des choses qui ne se réalisent pas parce que j'ai envie de les avoir ou des choses qui marchent pas. Maintenant, je me dis très souvent, parce que Dieu a voulu que ça se passe comme ça, parce qu'il m'a évité ça, que si j'avais fait ça et si je l'avais eu, j'aurais peut-être eu des bricoles derrière, mais en fait, si ça m'est arrivé, c'est qu'en fait, Dieu me dit non, si tu ne l'as pas ou si ça t'arrive, c'est parce que je t'ai évité ça, et c'est un autre chemin.
En fait, maintenant, je me dis chaque événement qui arrive dans ma vie, je me dis toujours, c'est parce que Dieu a un plan. C'est les plans de Dieu. C'est un plan. Son plan, c'est hey, tu vas pas faire ça, mais tu vas faire mieux. Pas tout de suite, pas maintenant, mais si je t'ai fait éviter ça, c'est que plus tard, je vais te donner quelque chose de mieux et je vais t'ouvrir une autre porte. Et très souvent maintenant, je me dis ça. Voilà, je me dis, on m'a pas appelé pour ce truc-là. J'ai loupé ce casting. Et maintenant, très rapidement, en 2 minutes, je me dis, ouais, non. Voilà, Dieu en a décidé autrement. Dieu sème des embûches, des épreuves pour mieux s'élever. Exactement. Et maintenant, je me dis plus, j'ai confiance. J'ai confiance. Et c'est récent, je ne vais pas mentir. Hein. Avant, j'étais vraiment, j'en voulais pas à Dieu. Mais je dis, mais pourquoi on ne me prend pas? Pourquoi on ne m'appelle pas là? Et pourquoi je ne réussis pas ce casting? Mais pourquoi ça prend pas? Et pourquoi ça ne marche pas? Et ça me travaillait. Et aujourd'hui, non, je le prends avec le sourire. Quand il m'arrive quelque chose, je dis, c'est pas grave. C'est que Dieu m'a fermé cette porte, mais il va m'en ouvrir une autre. Je vais être triste, ça va peut-être durer longtemps, mais si cette porte elle se ferme, c'est que ça ne devait pas être une bonne porte. Et aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu est présent tout le temps, il a toujours été présent, mais aujourd'hui, je prends plus conscience de sa présence dans ma vie et dans ma carrière et dans ma façon d'être père. J'en prends plus conscience, je sens plus sa présence parce que je me dis, non, si là, j'ai pas fait ce truc-là, si j'ai pas fait ça, si j'ai pas rencontré cette personne, c'est que c'est pour rencontrer mieux et qu'il y a un autre projet. Et ce projet-là sera peut-être plus de la scène, sera peut-être plus du cinéma, sera peut-être pas du cinéma, sera peut-être autre chose, totalement différent. Mais je vais le prendre avec le sourire parce que je me dis, c'est le plan. De toute façon, j'ai toujours dit, Dieu ne veut que du bon. Il veut que du bon, il veut que du bien. Donc s'il me ferme là, c'est qu'il y a du bien après. Tariq, je reviens tout de suite auprès de vous pour la conclusion de l'émission. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Ça va, Tariq? La petite chanson, j'aime bien. Vous aimez bien la petite musique? Bouger un peu la tête. Oui, je vois ça. Bon, alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette expérience? C'était bien. Hein. Un peu psychanalytique, vous Très pensiez au bien, parce départ? que j'aurais pu parler encore 4 heures. Hein. Moi, j'aime beaucoup parler. Hein. J'aime beaucoup. Des fois, je préviens les gens quand ils me parlent. Je leur dis, attends, je te reviens, je parle beaucoup, moi. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai toujours un truc à dire. Là, vous parliez au démarrage de cabinet de psy. Vous y êtes déjà allé? Oui. Ouais. Oui. Oui, ça, j'ai fait ça. J'ai fait de la psychanalyse. J'ai même vu un psychiatre il y a très longtemps. Quand j'étais très jeune. J'étais très, très, très jeune. Je devais avoir 16 ans, je crois. Non, plus jeune encore. Plus jeune encore, ouais. Pour quelle raison? Il y avait des choses à dire, justement. Oui, il y avait des choses à dire, je pense. Parce que j'étais souvent à l'hôpital quand j'étais petit. J'étais hospitalisé très souvent par rapport à mon asthme. Mais je pense qu'il y avait un truc avec mes parents. Donc, voilà. Donc, cette place à trouver. Ouais, cette place à trouver. Puis ce côté un peu, j'ai l'impression d'être un peu rejeté. Donc, j'avais l'impression d'être un peu à part de mes frères qui étaient tous bien portants. En fait, parce qu'en fait, avant, maintenant ça va mieux, mais quand j'étais petit, je me disais, attends, je suis le seul qui est né malade, je suis le seul qui n'est pas né en France. Et donc, en fait, ça faisait trop de choses où j'étais le seul. Et je me suis un peu renfermé sur moi-même quand j'étais petit. En plus, j'étais obèse, c'était vraiment une période compliquée. Oui, mais justement, différent. Ouais, différent. Mais ce qui était c'est bien aussi la différence, ouais, c'est bien la différence. Sortir du lot. Exact, mais ce qui était une douleur, ce qui était un point faible est devenu un point fort aujourd'hui. Ouais, c'est devenu une force. C'est devenu une force en plus, ouais. Exactement. Mais à l'époque, je vivais ça comme un truc compliqué. Il y a beaucoup de choses compliquées, oui. Donc votre asthme, donc la respiration, ouais. et une obésité quand vous étiez plus jeune. Ouais, une obésité, parce que je prenais de la cortisone à l'époque, énormément de cortisone. Donc j'étais j'avais pas le régime à côté, j'avais pas le régime alimentaire qu'il fallait, donc j'étais très obèse et donc j'avais obésité plus asthme plus j'étais pas né en France plus il y avait trop de choses qui faisaient que j'avais l'impression d'être pas comme mes frères en fait. Je dis pas que j'ai pensé qu'on m'avait adopté, mais à un moment donné j'ai commencé à me dire attends pourquoi je suis pas comme eux quoi. D'où vos réflexions sur la fin, ouais. sur que Dieu vous a préparé ce chemin-là. Exactement. Et c'est vrai que je le dis, Dieu m'a préparé ce chemin. Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça tellement stylé de dire que je suis né en Espagne. Bah oui.
Non, et le fait que je sois asthmatique, ça m'a peut-être poussé à pas faire des métiers physiques. Ça m'a poussé à faire un métier qui n'était pas trop physique. Artistique. Donc du coup, peut-être que ça m'a aidé aussi à me dire, je peux pas faire des trucs un peu compliqués, donc je vais faire un truc. Alors je dis pas que c'est facile, mais un peu moins physique. Donc je me dis non, c'était dans les plans. Ça a été toujours dans les plans. Donc c'est là où je me suis encore plus dit, non, en fait, c'était pas une faiblesse, c'était une force, c'était écrit. Le mektoub, comme on dit chez nous. Mektoub. Mektoub, exactement. Le destin. Le destin. C'était écrit comme ça. Merci beaucoup, Tariq. Merci à vous. On peut vous voir encore dans Vérité. Ouais. C'est votre dernier spectacle qui est hilarant. Apollo, mais là, vous partez en tournée, donc on peut vous voir à travers la France en 2024. Exactement. Et puis, on vous recevra peut-être pour la nouvelle page qui va se tourner avec écriture de films. Il y a plein d'autres choses. Je sens oui, il y a plein d'autres choses. Mais je reviendrai avec grand plaisir. Entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, vous connaissez l'adresse ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci.